Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de voyage au bout de la nuit. Je suis Ramni. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis ravie de vous emmener en voyage avec moi. Alors j'espère que vous aimez les histoires sulfureuses, les histoires passionnées, les histoires incestueuses, puisqu'il en est question dans Les Crimes de l'amour de Sade. Nous sommes en pleine lecture de cette nouvelle intitulée d'Orgeville. Alors, pour le moment, pas d'inceste dans cette histoire. Une demoiselle est tombée enceinte, reniée de ses parents. D'Orgeville, en bon samaritain, essaye de faire pardonner la faute de cette jeune enfant qui a craqué, qui a été séduite par un homme et qui malheureusement est mort, cet homme. Donc elle n'a pas pu se marier, donc elle a eu cet enfant qu'elle a perdu en couche, etc. Et d'Orgeville, lui, il a craqué pour cette jeune femme et il a décidé de l'épouser. Donc, cette demoiselle est donc devenue Madame d'Orgeville. Et pour vivre un peu mieux sa vie au quotidien, maintenant qu'elle est pardonnée grâce à Monsieur d'Orgeville, il décide de s'éloigner de la région du Poitou pour la région d'Amiens, voilà. Et ben écoutez, on en est là, donc on va pas dévoiler la suite, on va la découvrir ensemble. Je vous souhaite un très bon voyage et on se retrouve à la fin de cette émission. Restez bien branchés sur D8. Saint-Surin dit avec chaleur avec laquelle il a pris les intérêts de Cécile et a fait perdre la place qui vient réclamer ses bontés et prendre congé d'elle avant d'aller chercher fortune ailleurs. Vous ne nous quitterez point, dit d'Orgeville, ému de compassion, en ne voyant dans cet homme qu'une emplette d'autant plus agréable à faire qu'elle plairait certainement à sa femme. Non, nous ne quitterons point. Et d'Orgeville, formant aussitôt de cet événement un sujet flatteur de cette surprise pour qu'il l'adore, d'entre chez Cécile qu'en le présentant Saint-Surin pour premier domestique de sa maison. Madame d'Orgeville, alors, touchée jusqu'aux larmes, embrasse son époux, le remercie 100 fois de cette singulière attention et témoigne devant lui à ce valet combien elle est sensible à l'attachement qu'il a toujours conservé pour elle. On s'entretient un instant de Monsieur et Madame Dupérier. Saint-Surin les peint tous les deux sous les mêmes traits de rigueur qui les a caractérisés aux yeux de d'Orgeville, et l'on ne s'en occupe plus que des projets prompts de départ. Les nouvelles étaient arrivées d'Amiens. On avait positivement trouvé ce qui convenait aux deux époux et il était au moment d'aller prendre possession de cette demeure lorsque l'événement le moins attendu et le plus cruel vint ouvrir les yeux d'Orgeville, détruire sa tranquillité et démasquer enfin l'infâme créature qui l'abusait depuis 6 mois. Tout était calme et content au château. On venait d'y dîner en paix. D'Orgeville et sa femme, absolument seuls ce jour-là, s'entretenaient ensemble dans leur salon, avec ce doux repos du bonheur éprouvé sans crainte et sans remords par d'Orgeville, mais non pas senti par sa femme, avec autant de pureté sans doute. Le bonheur n'était pas fait pour le crime. L'être assez dépravé pour en avoir suivi la carrière peut feindre l'heureuse tranquillité d'une belle âme, mais il en jouit bien rarement. Tout à coup, un bruit affreux se fit entendre et les portes s'ouvrent avec fracas. Saint-Surin, dans les fers, apparaît au milieu d'une troupe de cavaliers de maréchaussée dont l'exemple suivi de 4 hommes se jette sur Cécile qui veut fuir, la retient et sans aucun égard, ni pour ses cris, ni pour ses représentations de d'Orgeville, se prépare à l'entraîner sur le champ. « Monsieur, monsieur !» s'écrie d'Orgeville en larmes, « au nom du ciel, écoutez-moi !»« Que vous a fait cette femme? Et où prétendez-vous la conduire? Ignorez-vous qu'elle m'appartient et que vous êtes dans ma maison ?»« Monsieur, » répondit l'exempt, un peu plus tranquille, en voyant maître de ces 2 proies le plus grand malheur qui puisse arriver à un aussi honnête homme que vous est assurément d'avoir épousé
cette créature. Mais le titre qu'elle a usurpé avec autant d'infamie que d'impudence ne peut la garantir du sort qui l'attend. Vous me demandez où je la conduis? Mais à Poitiers, monsieur, où, d'après l'arrêt prononcé contre elle à Paris, et qu'elle a évité jusqu'à présent par ses ruses, elle sera demain brûlée vive avec son indigne amant que voici, continua l'exemple en montrant Saint-Surin. À ces funestes paroles, les forces de Dorgeville l'abandonnent. Il tombe sans connaissance, on le secourt. L'exemple sûr de ses prisonniers l'aide lui-même aux attentions qu'exige ce malheureux époux. Dorgeville reprend enfin ses sens. Pour Cécile, elle était assise sur une chaise, gardée comme une criminelle dans ce salon, où 1 heure avant, elle régnait encore en maîtresse. Saint-Surin, dans la même position, était à 2-3 pas d'elle, resserré aussi étroitement, mais bien moins calme que Cécile, sur le front de laquelle on n'apercevait nulle altération. Rien ne troublait la tranquillité de cette malheureuse, son âme faite au crime. On en voyait la punition sans effroi. « Remerciez le ciel, monsieur, dit-elle à Dorgeville. Voilà une aventure qui vous sauve le jour, le lendemain de notre arrivée dans la nouvelle habitation où vous comptiez vous établir. » Et en jetant de sa poche un paquet de poison, était mêlé dans vos aliments, et vous expiriez 6 heures après. Monsieur, dit cette horrible créature à l'exemple, vous voilà maître de moi. 1 heure de plus, 1 heure de moins ne doit pas être une grande importance. Je vous la demande afin d'instruire Dorgeville des circonstances singulières qui l'intéressent. Mais oui, monsieur, poursuivit-elle en s'adressant à son mari, oui, vous êtes dans tout ceci bien plus compromis que vous ne le croyez. Obtenez que je puisse vous entretenir 1 heure et vous apprendrez les choses qui vous surprendront. Puissiez-vous les écouter jusqu'au bout avec tranquillité et sans qu'elle redouble d'horreur que vous devez avoir pour moi, et vous verrez au moins par cet affreux récit que si je suis la plus malheureuse et la plus criminelle des femmes, ce monstre, dit-elle en montrant Saint-Surin, est sans doute le plus scélérat des hommes. Elle était encore de bonne heure. L'exemple consentit au récit qu'annonçait sa captive. Peut-être était-il bien aise d'apprendre lui-même, quoiqu'il sût les crimes de sa prisonnière. Quelle liaison il avait avec Dorgeville. Les 2 cavaliers restèrent dans le salon avec l'exemple, et les 2 coupables, le reste se retira. Les portes se fermèrent, et la fausse Cécile Dupérier commença son récit dans les termes suivants. Vous voyez en moi, Dorgeville, la créature que le ciel a fait naître, et pour le tourment de vos jours, ou pour l'opprobre de votre maison, vous sûtes en Amérique, quelques années après votre départ de France. Il vous était né une sœur. Vous apprîtes de longtemps après que cette sœur, pour jouir plus à l'aise de l'amour d'un homme qu'elle adorait, osa porter ses mains sur ceux dont elle tenait la vie. Et bien qu'elle se sauva ensuite avec son amant, eh bien, Dorgeville, reconnaissez cette sœur criminelle dans votre épouse infortunée et son amant dans Saint-Surin. Voyez si les crimes me coûtent et si je sais les doubler quand il faut. Apprenez maintenant comme je vous ai trompé, Dorgeville. Et calmez-vous, dit-elle, en voyant son malheureux frère reculer d'horreur et prêt à perdre une seconde fois l'usage de ses sens. Oui, remettez-vous, mon frère. Ce serait à moi de frémir, et à vous, comme je suis tranquille. Peut-être n'étais-je pas née pour le crime, et sans les perfides conseils de Saint-Surin, peut-être ne fut-il jamais éveillé dans mon cœur. C'est à lui que vous devez la mort de nos parents. Il me l'a conseillé, et il me l'a fourni. Ce qu'il l'a fait pour l'exécuter, c'est de sa main que je tiens également le poison qui devait terminer nos jours. Dès que nous eûmes exécuté nos premiers projets, on nous soupçonna.
Et il fallut partir sans pouvoir même emporter les sommes que nous comptions nous approprier. Les soupçons changèrent bientôt de preuve. On instruisit nos procès. On prononça contre nous le funeste arrêt que nous allons subir. Nous nous éloignâmes, mais pas assez, malheureusement. Nous fîmes courir le bruit d'une évasion en Angleterre, on l'a cru. On nous imaginâmes follement qu'il était inutile d'aller plus loin. Et Saint-Surin se présenta pour domestique chez Monsieur Dupérier. Ses talents le firent bientôt recevoir et il me cacha dans un village voisin de la terre de cet honnête homme. Il me voyait secrètement. Je n'ai jamais paru pendant cet intervalle à d'autres regards qu'à ceux de la femme chez laquelle j'étais logée. Cette manière d'être m'ennuyait. Je ne me sentais pas faite pour une vie tellement ignorée et il y a quelquefois de l'ambition dans les âmes criminelles. Interrogez-vous. Interrogez-vous tous ceux qui ont parvenu sans mérite et vous saurez que rarement sans crime, Saint-Surin consentait volontiers à aller chercher d'autres aventures. Mais j'étais grosse. Il fallait avant tout me débarrasser de mon fardeau. Saint-Surin voulut alors m'envoyer pour mes couches dans un village plus éloigné de l'habitation de ses maîtres, chez une femme amie de mon hôtesse, mais toujours dans l'intention de mieux l'observer. Il fut résolu que je m'y rendrais seule, et j'y allai quand vous m'avez rencontré. Les douleurs m'ayant saisie avant d'arriver chez cette femme, je me délivrai seule au pied d'un arbre, et là, un mouvement de désespoir m'ayant pris, me voyant délaissée comme je l'étais alors, moi, née dans l'opulence, et qui, avec une conduite plus réglée, j'eusse pu prétendre aux meilleures parties de la province, je voulus tuer le malheureux fruit de mon libertinage, me poignarder moi-même après, et vous passâtes, mon frère. Vous eûtes l'air de vous intéresser à mon sort. L'espoir de nouveaux crimes se rallume aussitôt dans mon sein, et je me résous à vous tromper pour augmenter l'intérêt que vous sembliez prendre à moi. Cécile Dupérier venait de se sauver de la maison paternelle pour se soustraire à la punition et à la honte d'une faute commise avec un amant qui la mettait dans le même état que moi. Et parfaitement au fait de toutes ces circonstances, je résolus donc de jouer le rôle de cette fille. J'étais sûre de deux choses, et qu'elle ne réapparaîtrait pas, et que ses parents, fût elle-même venue se précipiter à ses pieds, ne lui pardonneraient jamais point sa conduite. Ces deux points me suffirent pour établir toute mon histoire. Et vous chargeâtes vous-même de la lettre, où j'en instruisis Saint-Surin, et dans laquelle je lui faisais part de l'étonnante rencontre d'un frère que je n'aurais jamais connu s'il ne se fût nommé à moi, et dans l'espoir indit que j'avais de le faire servir sans qu'il s'en doutât au rétablissement de ma fortune. Saint-Surin me répondit par vous, et de ce moment à votre insu, nous ne cessâmes de nous inscrire et de nous voir, même quelquefois secrètement. Vous vous rappelez vos mauvais succès chez Dupérier. Je ne m'opposais point vis-à-vis de cet homme dont je redoutais, mais vous faisant connaître Saint-Surin, pouvez vous intéresser pour un amant que j'avais besoin de vous rapprocher de nous. Vous me montrâtes de l'amour, vous vous sacrifiâtes pour moi, et tous ces procédés s'arrangeant aux vues que j'avais de vous captiver, vous vîtes, comme j'y répondis, et vous avez éprouvé, d'Orgeville, si les liens qui vous enchaînaient à vous m'empêchèrent de former ceux de l'hymen qui consolidaient si bien tous mes plans et qui me sortaient de l'opprobre, de l'abaissement, de la misère, et qui, au moyen des suites de mes crimes, me plaçaient dans une province éloignée de la nôtre, riche, et femme enfin de mon amant. Le ciel s'y est opposé. Vous savez tout le reste. Et vous voyez comme je suis punie de mes fautes. Vous allez être débarrassé d'un monstre qui doit vous être odieux, d'une scélérate qui n'a cessé de vous abuser, qui même, goûtant dans vos bras d'incestueux plaisirs,
et ne s'en livrait pas moins chaque jour à ce monstre. Dès le moment que l'excès de jour à ce monstre, dès le moment que l'excès de votre pitié l'eût imprudemment rapproché de nous. Haïssez-moi, d'Orgeville, et je le mérite. Détestez-moi, je vous y exhorte, mais en voyant demain votre château, les flammes qui vont consumer une malheureuse qui vous avait aussi cruellement trompée, qui bientôt eut tranché le fil de vos jours, ne m'ôtez pas de moins la consolation de croire qu'il échappera quelques larmes de votre cœur sensible, encore ouvert à mes malheurs, et que vous vous rappellerez peut-être que, née votre sœur, avant de devenir le fléau et le tourment de votre vie, je ne dois pas perdre en un instant les droits de ma naissance et me donne à votre pitié. Infâme créature, ne se trompez pas. Elle avait ému le cœur du malheureux d'Orgeville. Il fondait en larmes pendant ce récit. Ne pleurez pas, d'Orgeville, ne pleurez pas. Non, j'ai tort de vous demander des larmes. Je ne les mérite pas. Et puisque vous avez la bonté d'en répandre, permettez-moi pour les tarir de ne vous rappeler en cet instant que mes torts, jetez les yeux sur l'infortuné qui vous parle, considérez dans elle l'assemblage le plus odieux de tous les crimes, et vous frémirez au lieu de vous plaindre. À ces mots, Virginie donc se lève. « Allons, monsieur, dit-elle fermement à l'officier, allons donner à la province l'exemple qu'elle attend de ma mort, que mon faible sexe s'apprenne en la voyant où conduisent l'oubli des devoirs et où l'abandon de Dieu. » Et en descendant les marches qui la conduisit à la cour, elle demanda à son fils, d'Orgeville, dont le cœur noble et généreux faisait élever cet enfant avec le plus grand soin, et ne crut pas devoir lui refuser cette consolation. On apporte cette misérable créature, elle la prend, elle la serre contre son sein, elle la baise, puis éteignant aussitôt les sentiments de tendresse qui, amollissant son âme, allait peut-être y laisser pénétrer avec trop d'empire toutes les horreurs de la situation. Elle étouffe le misérable enfant de ses propres mains. « Va, dit-elle, va en le jetant, ce n'est pas la peine que tu vois le jour pour lui connaître l'infamie. La honte et l'infortune, qu'il ne reste rien sur la terre, aucune trace de mes forfaits, et devins-en la dernière victime. » À ces mots, la scélérate dans la voiture de l'exempt, Saint-Surin suit, enchaîné sur un cheval, et le lendemain, à 5 heures du soir, les deux exécrables créatures périrent au milieu des effrayants supplices que leur réservait le courroux du ciel et la justice des hommes. Pour d'Orgeville, après une maladie cruelle, il laissa son bien à différentes maisons de charité, quitta le Poitou, se retira à la Trappe, où il mourut au bout de 2 ans sans avoir pu détruire en lui, malgré de si terribles exemples, ni les sentiments de bienfaisance et de pitié qui formaient sa belle âme, ni l'amour excessif dont il brûla jusqu'au dernier soupir pour la malheureuse femme, devenue l'opprobre de sa vie et l'unique cause de sa mort. Ah, vous qui lirez cette histoire, puisse-t-elle vous pénétrer de l'obligation où nous sommes tous de respecter les devoirs sacrés dont on ne s'écarte jamais sans voler à sa perte, si contenu par le remords qui se fait sentir au brisement du premier frein, on avait la force d'en rester là. Jamais les droits de la vertu ne s'anéantissèrent totalement. Mais notre faiblesse nous perd. D'affreux conseils corrompent, de dangereux exemples pervertissent tous les dangers et semblent s'évanouir, et le voile ne se déchire que quand le glaive de la justice vient arrêter enfin le cours des forfaits. C'est alors que l'aiguillon du
Repentir devient insupportable. Il n'est plus temps. Il faut une vengeance aux hommes. Et celui qui ne sut que leur nuire doit finir, tôt ou tard, par les effrayer. Encore une horrible histoire d'inceste et de passion sulfureuse entre un frère et une sœur. Alors écoutez, je vous propose de continuer puisque le marquis de Sade ne nous réserve que de magnifiques surprises. Nous verrons ce qu'il en est de la comtesse de Sancerre ou la rivale de sa fille, comme c'est sous-titré, une anecdote de la cour de Bourgogne. Charles, le téméraire, duc de Bourgogne, toujours ennemi de Louis XI, toujours occupé de ses projets de vengeance et d'ambition, avait sa suite presque tous les chevaliers de ses États et, à tous ses côtés sur les bords de la Somme, ne s'occupant qu'à vaincre, qu'à mourir dignes de leur chef, oublier sous les drapeaux les plaisirs de leur patrie. Les cours étaient tristes en Bourgogne, les châteaux déserts, on ne voyait plus briller dans les magnifiques tournois de Dijon et d'Autun ces preux chevaliers et les illustrés jadis et les belles abandonnées négligées jusqu'aux soins de plaire dont ils ne pouvaient plus être l'objet et frémissant pour ces jours de guerriers chéris, ne c'était plus que pour des soucis et des inquiétudes que l'on voyait sur les fronts radieux, animés par l'orgueil quand autrefois, au milieu de l'arène, tant de braves exerçaient pour leurs dames et leur adresse et leur courage. En suivant son prince à l'armée, en allant lui prouver son zèle et son attachement, le comte de Sancerre, l'un des meilleurs généraux de Charles, avait recommandé à sa femme de ne rien négliger pour l'éducation de leur fille Amélie et de les laisser croître sans inquiétude la tendre ardeur que cette jeune personne ressentait pour le châtelain de Montrevel qui devait la posséder un jour et qui l'adorait depuis son enfance. Montrevel, lui, âgé de 24 ans, et qui avait déjà fait plusieurs campagnes sous les yeux du duc, en considération de ce mariage, devait d'obtenir de rester en Bourgogne à sa jeune âme, avait besoin de tout l'amour qui l'enflammait pour ne pas s'irriter des retards que ces arrangements apportaient au succès de ses armes. Mais Montrevel, le plus beau chevalier de son siècle, le plus aimable et le plus courageux, savait aimer comme il savait vaincre. Favori des grâces et du dieu de la guerre, il ravissait à celui-ci qu'il exigeait les autres et se couronnait tour à tour et des lauriers que lui prodiguait Belonne et les myrtes qu'Amour y joignit sur son front. Et oui, qui méritait mieux Amélie les moments que Montrevel enlevait à Mars? La plume échappe à qui voudrait la peindre. Comment esquisser en effet cette taille fine et légère dont chaque mouvement était une grâce, cette figure fine et délicieuse dont chaque trait était un sentiment? Mais que de vertu embellissait encore mieux cette créature céleste et en peine de son quatrième luce, la candeur, l'humanité, l'amour filial. Il était impossible de dire enfin si c'était par les qualités de son âme ou par les agréments de sa figure qu'Amélie enchaînait le plus sûrement. Mais comment se pouvait-il, hélas, qu'une telle fille eût reçu le jour dans son sein d'une mère aussi cruelle, d'un caractère aussi dangereux? Et la suite, eh bien écoutez, vous pourrez la suivre très prochainement puisque vous aurez rendez-vous avec moi-même, avec la comtesse de Sancerre, sa fille, la rivale, vous l'aurez deviné. Et en attendant, eh bien, on ne perd pas le contact puisque les réseaux sociaux sont là, le hashtag VBN également. Donc la page de Voyage au bout de la nuit où vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et évidemment, la mienne, Marie-Lise d'Octobre officielle, où l'on communique tous les jours sur la pluie, le beau temps, les tournages, pas les tournages. Voilà, on garde le contact même après l'émission. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette lecture.